Monsieur le Président du CNGE, chers amis, chers confrères, merci de m'avoir invité à exprimer le point de vue de la DGOS sur le virage ambulatoire, puisque c'est le sujet que vous m'avez demandé de traiter. Alors, le virage ambulatoire, quelquefois, on pense qu'il suffit de prendre quelques milliards sur l'Ondam hospitalier et de les balancer sur l'Ondam de ville et le tour est joué. C'est un peu plus compliqué que ça. Le virage ambulatoire, c'est évidemment une place plus importante pour les soins premiers. Je vais faire très attention de dire soins premiers, puisque j'ai vu qu'ici on parlait de soins premiers, alors qu'au ministère, et c'est d'ailleurs ma fonction, on parle plutôt de soins primaires. Je pense qu'il n'y a pas une grande différence sur le fond. En tout cas, on est bien d'accord que, et vraiment là, moi je rejoins tout à fait ce qu'a exprimé Vincent Renard préalablement, la force d'un système de santé dans le contexte actuel de mutations liées à l'âge et aux pathologies se mesure à la force des soins premiers au sein de ce système. On a plein d'arguments qui le montrent et le virage ambulatoire est donc incontournable. Alors, à l'hôpital, le virage ambulatoire, ce n'est pas neutre. Ça se mesure par un certain nombre de choses qui sont des indications moins nombreuses et plus pertinentes, mais aussi la réduction des durées de séjour liées aux technologies et aussi à la soutenabilité du système, et puis une nouvelle organisation de l'hôpital qui oblige à gérer des modèles organisationnels et tarifaires différents, depuis l'hospitalisation complète jusqu'aux consultations externes, en passant par l'activité ambulatoire. Et vous savez que c'est déjà le cas pour plus de la moitié de la chirurgie, et ça va continuer avec notamment l'apparition de la réadaptation améliorée après chirurgie et des sorties rapides, même pour des chirurgies qu'on juge aujourd'hui un peu plus complexes. Et puis de nouveaux modèles de tarification dont vous parlera peut-être Olivier Véran, puisque c'est dans la droite ligne du rapport qu'il a effectué à Mme la ministre de la Santé, qui sont des tarifications intermédiaires. Donc l'hôpital va devoir se réorganiser pour le virage ambulatoire, mais à cette adaptation de l'hôpital, il faut que correspondent une adaptation et un renforcement des soins ambulatoires, et c'est ça dont je vais vous parler brièvement. Cette adaptation, au fond, est fondée sur 3 axes principaux au long cours. Le premier, c'est la poursuite du développement de l'exercice coordonné pluriprofessionnel dans une logique d'équipe de soins primaires. C'est quelque chose qui est incontournable. Aujourd'hui, c'est 10% à peu près de l'offre de soins en médecine générale. On peut penser qu'un chiffre autour de 25 à 30% au niveau national, ce qui veut dire que dans certains territoires, ce sera la majorité de l'offre de soins, est un objectif raisonnable dans les années qui viennent. Le deuxième axe, c'est une incorporation accrue de la technologie dans les soins premiers. Jusque-là, les soins premiers se réclamaient essentiellement de la clinique. Or, actuellement, l'innovation technologique entraîne d'une part une hyperconcentration de certains moyens au sein de centres hospitaliers de référence, les CHU, les CLCC, mais d'autre part une banalisation d'un certain nombre de moyens cliniques, bien sûr tout ce qui est lié aux technologies de l'information, mais aussi des techniques comme l'échographie, par exemple, qu'on va retrouver de plus en plus à la main des équipes de soins premiers. Et tout ceci va entraîner des organisations différentes, car on ne peut pas séparer innovation technologique d'innovation organisationnelle. Le troisième axe, c'est bien évidemment le développement de la recherche en soins primaires, dont on parle beaucoup depuis ce matin. Si on veut faire correspondre innovation organisationnelle et innovation technologique, la loi de santé qui a été votée en janvier dernier nous donne 3 outils pour les soins ambulatoires qui sont assez liés entre eux. Par leurs initiales, c'est ESP, équipe de soins primaires, CPTS, communauté professionnelle territoriale de santé, et PTA, plateforme d'appui. La logique de ces 3 mesures que nous mettons actuellement en œuvre est complémentaire. Les équipes de soins primaires sont centrées sur une patientèle traditionnellement autour d'un projet de santé. Mais de plus en plus, nous voyons ces équipes s'intéresser à une approche populationnelle pour l'organisation des soins et de la prévention au niveau de leur territoire, et nous avons de nombreux exemples d'équipes de soins primaires, de maisons de santé, de centres de santé, qui mettent à la disposition des autres professionnels de santé qui n'ont pas encore rejoint cet exercice des prestations telles que des stations de télémédecine ou des rétinographes par exemple, ou des actions de prévention et d'éducation. La deuxième mesure, qui est les communautés professionnelles, au fond se définit de façon assez simple par des équipes projets.
C'est une mesure qui propose, car ce n'est pas quelque chose qui doit être impulsé par les ARS, mais qui ressort de l'initiative des professionnels de santé, qui propose aux professionnels de soins premiers, en relation avec les professionnels de recours, les établissements de santé, les services sociaux, de se réunir pour proposer des projets afin de résoudre les problèmes de santé qu'ils ont repérés sur leur territoire. Ces projets peuvent être extrêmement divers, depuis l'organisation des soins courants jusqu'à l'organisation du dépistage ou à la sécurité des professionnels de santé. L'important, c'est que ces communautés regroupent l'ensemble des parties prenantes nécessaires à la réussite de ces projets, de façon variable selon les endroits. Nous n'avons pas mis de barrière d'exhaustivité. La troisième mesure, ce sont les plateformes d'appui. Alors, les plateformes d'appui, ça part du principe des fonctions d'appui, qui est que pour certaines prises en charge particulièrement complexes, les professionnels, en particulier de soins premiers, ont besoin d'appui. Ces appuis sont de deux ordres: une orientation rapide des patients sur demande du médecin traitant vers un établissement, un appui à domicile, une aide à domicile, un ergothérapeute, etc. Ou bien un accompagnement plus prolongé pour des patients en situation complexe, notamment au moment des transitions entre l'hôpital et le domicile, ce qui rejoint bien notre sujet du virage ambulatoire. Mais il y a une troisième mission que nous avons mise dans le décret qui a été publié en juillet dernier sur les plateformes d'appui, qui est le soutien aux pratiques coordonnées. Et j'attire votre attention sur cette troisième mission, qui veut dire finalement qu'il y a un lien entre les projets formés par les équipes de soins primaires et les communautés professionnelles de territoire et les PTA qui peuvent aider à la mise en œuvre de ces projets. C'est en tout cas le sens de l'action que nous menons à la DGOS en lien avec les autres services du ministère et le cabinet de la ministre, le développement synergique qui d'ailleurs sur le terrain se fait assez spontanément. Je dois dire que beaucoup d'initiatives n'ont pas attendu la loi pour se développer. Je voudrais conclure sur le développement de la recherche qui est vraiment constitutive d'une prise en charge efficiente des patients, y compris dans la perspective du virage ambulatoire. J'ai relevé dans le document que vous a présenté Vincent Renard l'idée que j'approuve tout à fait, que la prise en charge des patients en soins premiers doit s'appuyer sur des recommandations issues de travaux de recherche menés au sein de la discipline. C'est une opinion qui est parfaitement acceptée actuellement et qui donc plaide en faveur d'un développement extrêmement conséquent de la recherche. Je voudrais vous proposer une illustration qui m'est venue en vous écoutant d'un sujet de recherche qui pourrait être développé dans ce cadre. C'est finalement la stratification des patients atteints de pathologies chroniques qui n'ont pas tous les mêmes besoins de prise en charge en fonction de la sévérité des pathologies, de façon à adapter cette prise en charge en mettant en face des besoins, des ressources et des compétences. C'est quelque chose qui, au fond, est indispensable, car si nous voulons ne pas faire pareil pour tout le monde, nous devons recourir à cette stratification, et ceci dans un esprit de gradation et de hiérarchisation qui a été appelé par Vincent Renard. Alors voilà un exemple, il y en a plein d'autres évidemment. La mesure qui va être prise prochainement pour faciliter le développement de cette recherche, c'est l'attribution d'un label universitaire aux maisons de santé et aux centres de santé. Alors, ce label est maintenant bien avancé. Nous l'avons concerté la semaine dernière avec un certain nombre d'entre vous que je vois dans la salle au sein du COPIL en soins primaires qui existe à la DGOS. COPIL sur la recherche en soins primaires, pardon. Et il n'y aura qu'une convention unique parce qu'au fond, maisons de santé et centres de santé n'ont pas des conditions d'exercice si différentes en dehors de modes de rémunération des professionnels. La deuxième chose, c'est que la signature d'une convention entre ces structures, l'ARS et l'université, permettra l'attribution de ce label et que nous avons mis comme incitation forte dans cette convention l'adhésion des médecins généralistes de cette structure à un réseau universitaire d'investigateurs pour la recherche. Je pense que ça fait partie des mesures qui rendront plus facile le développement de la recherche. On peut considérer que ces structures ainsi labellisées seront des points avancés des départements universitaires de médecine générale dans les territoires. Ceci est important car rejoint l'aspect territorial de l'organisation des soins qui finalement est au cœur de la loi de santé telle que nous la mettons en application. Je pourrais conclure là. Je voudrais juste dire un mot. Tout ceci, évidemment, est lié à des perspectives de financement.
Aujourd'hui, on peut envisager 3 types de financement en dehors du paiement à l'acte. Des financements en plus, c'est le cas de la ROSP, c'est le cas des nouveaux modes de rémunération versés aux structures de soins primaires, ou des financements à la place. Dans la littérature, et là je ne voudrais pas faire d'annonce ministérielle, il n'en est rien, mais dans la littérature, on peut discerner 2 types de financement. Je profite que Didier Tabuteau n'est pas là. Deux types de financement qui sont des financements à l'épisode de soins, qui ont juste l'inconvénient d'être liés à une pathologie donnée très souvent, alors que souvent les patients ont plusieurs pathologies, vous le savez bien, ou des financements populationnels qui incitent les soignants d'un territoire, aussi bien en soins primaires qu'en milieu hospitalier, à gérer un budget pour le financement d'une population avec des définitions préalables. Voilà quelques pistes. Ça veut dire que nous ne sommes pas condamnés non plus à l'universalité du paiement à l'acte, mais qu'il existe de vrais sujets de réflexion dans l'avenir pour que ce virage ambulatoire puisse réussir, ce qui est évidemment indispensable. Merci beaucoup de votre attention.